me contenterai, pour vous convaincre ou consolider vos convictions, de m'appuyer sur les recommandations de l'Union européenne, parce que finalement c'est devenu ma Bible. Au lieu de lire des milliers de pages, il suffit de lire tous les 6 mois ces quelques pages qui nous en disent long sur ce qui est en cours et comment nous allons être mangés l'année suivante. Pour 2017, l'Union européenne recommande que la France s'attache au cours de la période 2017-2018 à, ouvrez les guillemets, se conformer à la recommandation du Conseil du 10 mars 2015, donc vous vous référerez à celui-ci, au titre de la procédure concernant les déficits excessifs. Et évidemment, on va bien voir tout le temps que cette obsession permanente des déficits excessifs, c'est-à-dire dépassant les 3%, conduit toutes les politiques de l'Union européenne en matière de services publics, c'est-à-dire de dépenses publiques, d'emploi, de libéralisation d'un certain nombre de professions, d'allègement des guillemets charges pour les entreprises, de mesures de simplification administrative, d'allègement finalement de toute une série de contraintes pour les détenteurs du capital et évidemment les multinationales. Donc, une politique budgétaire conforme aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance qui se traduisent par d'importants efforts budgétaires pour 2018. On voit là que Macron est un parfait soldat, puisque ce qu'il est en train de mettre en place, c'est effectivement une réduction de la dépense publique, et notamment, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, même si j'ai un gros document avec le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, donc les réductions du déficit de la sécurité sociale qui va engendrer la suppression d'un certain nombre, la suppression drastique de personnel, de nombre de lits dans les hôpitaux et autres réjouissances du même titre. Lors de l'adoption de mesures, il convient de prendre en considération l'objectif d'une orientation budgétaire qui contribue aussi bien à conforter la reprise actuelle qu'à garantir la viabilité des finances publiques de la France. Réexaminer de manière exhaustive les postes de dépenses dans le but de réaliser des gains d'efficacité qui se traduisent par des réductions de dépenses. Ça, c'est la première recommandation, la numéro 1 pour 2017. Je vous épargnerai la lecture de ce numéro 1 pour les années 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, puisque de toute façon, c'est toujours la même chose. Deuxièmement, consolider les mesures de réduction du coût du travail afin d'optimiser leur efficacité de manière budgétairement neutre et d'accroître leurs effets sur l'emploi et l'investissement. Élargir l'assiette globale de l'impôt et poursuivre la mise en œuvre de la diminution prévue du taux nominal de l'impôt sur les sociétés. 3. Améliorer l'accès au marché du travail des demandeurs d'emploi, notamment les travailleurs les moins qualifiés et les personnes issues de l'immigration, y compris en revoyant le système d'enseignement et de formation professionnelle, qui sont les prochaines réformes annoncées. Veiller à ce que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. 4. Poursuivre la réduction des charges réglementaires sur les entreprises, y compris en poursuivant le programme de simplification, continuer à lever les barrières à la concurrence dans le secteur des services, y compris dans les services aux entreprises et les professions réglementées, simplifier les programmes de soutien public à l'innovation et en améliorer l'efficience. On est bourré de mots magiques, on a simplification, on a innovation, on a compétitivité, on a efficience, on ouvre les valises et là chacun découvre ou interprète ce qu'il veut bien interpréter, même si chacun de ces mots a un sens qui n'est pas automatiquement le sens du commun.
Si nous nous intéressons aux recommandations 2014-2015, intéressant, on revient un petit peu en arrière. Donc là, on était chez Macron pour 2017-2018. Là, on revient sur 2014-2015. Donc on est sous le régime hollandais. Que lit-on dans les recommandations ? Une correction durable des déséquilibres budgétaires requiert la mise en œuvre crédible de réformes structurelles ambitieuses pour accroître la capacité d'ajustement et stimuler la croissance et l'emploi. Amener un ajustement structurel vers l'objectif à moyen terme d'au moins 0,5% du PIB chaque année, et davantage si les conditions économiques sont favorables ou si nécessaire, pour garantir que la règle relative à la dette est remplie, afin de placer le ratio élevé de la dette publique sur une trajectoire descendante. Donc le ratio élevé de la dette publique vers une trajectoire descendante durable. À intensifier les efforts visant à obtenir des gains d'efficacité dans tous les sous-secteurs des administrations publiques. Si vous pensez à des réformes en cours, vous ne vous gênez pas. Y compris par une redéfinition, le cas échéant, de la portée de l'action des pouvoirs publics. En particulier, à prendre des mesures pour réduire de façon sensible l'augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale, comme prévu à partir de 2015, en fixant des objectifs plus ambitieux pour les dépenses annuelles dans le domaine des soins de santé, en limitant les coûts des retraites et en rationalisant les allocations familiales et les aides au logement. On lit dès 2014-2015 un programme national pour la France, d'ailleurs c'est écrit comme ça, les recommandations concernent le programme de réforme nationale, pays par pays, c'est-à-dire l'Union européenne dit à chaque pays, voilà les réformes que vous devez mettre en place, mettre en œuvre, faire aboutir dans votre pays. Ça rejoint quand même pas mal la discussion de tout à l'heure. Donc on a vu la Sécu, les retraites, les aides au logement. A fixé un calendrier clair pour le processus de décentralisation en cours. Loi NOTRe, création des métropoles, etc. Et à prendre des mesures préliminaires d'ici à décembre 2014 en vue d'éliminer les doublons administratifs, c'est-à-dire le fameux pseudo-millefeuille administratif, comme il était décrié. En vue d'éliminer, donc, de faciliter les fusions entre les collectivités locales, création des communes nouvelles qui sont en cours, c'est-à-dire la création des communes nouvelles, c'est-à-dire des disparitions de communes au profit de communes nouvelles qui englobent plusieurs communes et font disparaître à la fois la commune qui entre en fusion et à la fois une économie d'échelle pour évidemment en matière particulièrement de postes de fonctionnaires, d'agents publics. De préciser les responsabilités de chacun des échelons des collectivités locales, c'est-à-dire dans les textes qui ont été ensuite adoptés, on voit bien que par exemple la clause de compétence générale a été supprimée et que la région, le département, la commune ont désormais des compétences qui ont été définies de manière très fermée. Fixer un plafond pour l'augmentation annuelle des recettes fiscales des collectivités locales, si ça ne vous dit rien, tout en réduisant comme prévu les subventions octroyées par l'État. À prendre des mesures pour, au-delà de la nécessité de réaliser des économies à court terme, contrer l'augmentation des dépenses publiques prévues dans le secteur des soins de santé, à moyen et long terme, y compris dans le domaine pharmaceutique, et à prendre des mesures supplémentaires en temps utile et en fonction des nécessités pour ramener durablement le système des retraites à l'équilibre d'ici à 2020. Tout ça est en cours aussi. Tout en se concentrant tout particulièrement sur les régimes spéciaux existants. À veiller à ce que la réduction des coûts du travail résultant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi soit maintenue, à prendre des mesures pour réduire encore les cotisations sociales patronales, conformément aux engagements pris au titre du pacte de responsabilité et de solidarité, en s'assurant qu'aucune autre mesure n'annule leurs effets et que le ciblage actuellement envisagé soit conservé. À réduire la charge fiscale sur le travail,
et à intensifier les efforts visant à simplifier et accroître l'efficacité du système fiscal. À cette fin, prendre des mesures à partir du budget 2015, donc c'est bien, pour supprimer les dépenses fiscales inefficaces relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés sur la base des récentes évaluations et de l'initiative des assises de la fiscalité, tout en réduisant les taux nominaux. À prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la rigidité du marché du travail et plus particulièrement à prendre des mesures pour réformer les conditions des accords de maintien de l'emploi en vue d'accroître leur utilisation par les entreprises en difficulté. À prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système d'allocation de chômage en association avec les partenaires sociaux pour garantir la viabilité du système tout en faisant en sorte que celui-ci encourage de manière adéquate le retour à l'emploi, à étoffer l'offre de conseils et de formation pour les travailleurs âgés et à réévaluer les dispositions spécifiques pertinentes en matière d'allocation de chômage. C'est en cours aussi. À poursuivre la modernisation de l'enseignement et de la formation professionnelle, à mettre en œuvre la réforme de l'enseignement obligatoire et à poursuivre la réduction des inégalités en matière d'éducation, etc., etc. Donc, je vous épargne toute cette lecture que je pourrais continuer sur les années antérieures, mais qui montre la logique, évidemment générale, mais aussi qui est extrêmement précise, secteur par secteur. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on là-dedans? On parle de réduction de cotisations sociales, on parle de tout ce qui concerne la protection sociale qui doit coûter moins et être moins importante, hein, aussi bien les retraites que l'assurance maladie. On parle des réformes territoriales qui remodèlent l'organisation administrative et politique de notre pays. Et tout ça est sous le voile de la mariée. Le voile de la mariée, c'est le déficit, ne pas dépasser le déficit de 3% et ne pas mettre en œuvre de politique en France, mais ces recommandations sont aussi distribuées aux autres pays, hein, ne pas mettre en œuvre des politiques nationales qui contredisent les intérêts de l'Union européenne, c'est-à-dire celle du néolibéralisme, appelons un chat un chat. En ce qui concerne les services publics, ça pourrait durer longtemps, je ne vais pas le faire longtemps. Je rappelle à l'aimable assistance, y compris celle qui nous écoutera dans le poste, que la notion même de service public a disparu du vocabulaire de l'Union européenne. Il faut se mettre ça dans le crâne, je le répète tous les ans, mais je continue à le faire, puisque la notion même de service public a disparu au profit d'autres définitions qui sont les services d'intérêt économique général, les services sociaux d'intérêt général, parce que la notion même de service public a été considérée comme une exception française, puisque finalement il n'y avait qu'en France qu'il y avait des services publics tels qu'ils sont en France. Et que donc par conséquent, comme nous étions dans le cadre de l'Union européenne, il fallait adopter un vocabulaire et des définitions qui puissent correspondre à la majorité du peuple européen et pour les pays européens. Donc cette notion même de service public, dite à la française, a disparu de l'Union européenne. Il y a eu l'adoption en 2011 de la directive service. Cette directive service a été mise en application dans tous les pays de l'Union européenne et en particulier en France. C'était sous le régime de Nicolas Sarkozy. Certains pays ont considéré qu'il fallait que ça passe, que sa ratification passe par le Parlement national. Le gouvernement de Sarkozy, avec l'accord notamment du Sénat, a considéré que c'était extrêmement dangereux parce que nous n'étions pas très loin de la mobilisation qui avait eu lieu sur la directive, contre la directive Bolkestein, et la directive service n'est finalement que la suite de la directive Bolkestein. On le voit bien aujourd'hui avec les pseudo-renégociations, par exemple sur les travailleurs détachés, etc. Donc, cette directive service, elle a été mise en application en France sans débat parlementaire,
avec une décision politique très claire que vous pourriez relire sur le site du Sénat, si ça vous intéresse, où tous les arguments sont là. La directive Bolkestein, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est écrit. Considérant la mobilisation contre la directive Bolkestein, il ne serait pas très opportun de réouvrir la boîte de Pandore. Enfin, ils disent pas la boîte de Pandore, mais c'est pareil. Et donc, il y a une décision politique de faire appliquer la directive service pan par pan, secteur par secteur. Secteur de la santé, secteur de l'emploi, secteur de la protection sociale, etc. C'est ainsi d'ailleurs qu'est née la loi HPST de Madame Bachelot, la tarification à l'acte, enfin tout ce que vous pouvez connaître par ailleurs, ce qui a été politiquement extrêmement malin, puisque personne n'y a vu que du feu, et que finalement, ceux qui ont vu le feu venir, c'était dans leur propre secteur. C'est-à-dire qu'il y a eu des dénonciations de la loi HPST, il y a eu des dénonciations d'un certain nombre d'autres questions, mais il n'y a pas eu de mouvement social, il n'y a pas eu de contestation nationale de la directive service, puisque cette directive service est restée invisible, totalement invisible pour l'ensemble des citoyens. Et puis je finis très rapidement, vraiment au pas de charge, sur la question de la sécurité sociale, en rappelant à mon tour ce que Patricia Saint-Georges a noté tout à l'heure dans l'atelier santé. Le 3 octobre 2013, un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que le monopole de la sécurité sociale est illégal au regard du droit européen. Ça a donné lieu à quelques vaguelettes, puisque certains ont dit oh là là, horreur, la Sécu va disparaître. Oui, c'est une véritable menace, hein, puisque c'est tant que nous restons dans les bras de l'Union européenne, si le monopole de la Sécu est illégal, bah, il faudra bien ouvrir à la concurrence, c'est ça ce que ça signifie. Et un peu malmenés, attaqués, eh bien, les porteurs enfin les partisans de ce jugement de la Cour de justice de l'Union européenne ont rétorqué que non, qu'il n'en était pas question. La sécurité sociale, enfin l'assurance maladie a même publié sur son site un communiqué disant qu'il ne fallait pas crier au loup, etc., etc. Toujours est-il qu'aujourd'hui, au niveau du droit européen, quelqu'un qui voudrait s'affilier à un autre organisme que la sécurité sociale, hein, notamment en matière d'assurance maladie, est au niveau du droit européen libre de le faire. Donc, ce qui signifie que le problème, ce ne sont pas quelques actions individuelles, c'est que se prépare le moment où nous allons basculer de l'autre côté, du côté de la force obscure, c'est-à-dire du côté de la multitude d'offres des assurances privées, et nous allons là basculer dans un système à l'américaine, anglo-saxon, etc. Donc voilà, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, de rentrer dans plus de détails, mais on voit bien que ces recommandations de l'Union européenne, évidemment, ont un poids considérable, puisque aucun des gouvernements, de quelque nature qu'ils soient sur le plan, enfin, de quelque bord politique, qu'ils soient entre guillemets de gauche, de droite ou du milieu ou de je ne sais pas trop quoi, personne ne vient contredire les recommandations, excusez-moi, de l'Union européenne, et tout le monde les applique, est très zélé. Et si vous regardez simplement la temporalité, vous voyez que les recommandations sont généralement émises au mois de mai de chaque année, et que le train de réforme qui est lancé pour répondre favorablement à l'Union européenne, ça commence l'été. Systématiquement, ça commence à partir du mois de juillet, août, et ça s'enfile comme ça jusqu'au début de l'année d'après, et là, ça passe, c'est voté. Donc, si on veut savoir, on lit les recommandations de l'Union européenne, c'est 8 pages, ça va vite, et on peut annoncer tout ce qui va se passer, bon, sauf si on est capable de contrer.
et un jour de convaincre nos concitoyens qu'il faut sortir de la nasse dans laquelle nous sommes enfermés.